Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis le professeur Jacques Morel. Je travaille dans le département de rhumatologie au CHU et à l'Université de Montpellier. Je remercie le docteur Christian Augarel, notre président de notre syndicat SNMR, pour m'avoir sollicité pour les états généraux de la rhumatologie et tout particulièrement d'intervenir sur les biosimilaires, comment les prescrire, pour qui et pourquoi. Donc, je vais tenter au cours de cette présentation de répondre à ces trois questions en essayant d'être le plus pratique possible. La première question, donc, comment prescrire un biosimilaire chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique? Ce n'est pas trop un problème lorsqu'on initie un biosimilaire, on le présente comme les autres biomédicaments Princeps. Le problème est surtout lorsque l'on envisage une interchangeabilité, c'est-à-dire le remplacement du biomédicament Princeps par le biosimilaire, ce qu'on appelle chez les anglo-saxons le switch. Alors, quel est le meilleur moment pour envisager cette interchangeabilité? Tout d'abord, il est préférable d'avoir un patient qui soit stable sur le plan psychologique, car ça augmente les chances d'acceptation à long terme donc, de ce changement thérapeutique. Mais aussi, comme ce n'est pas un sujet médical, il n'est pas prioritaire en phase active du rhumatisme inflammatoire chronique, et nous verrons qu'il est préférable d'attendre que le patient soit en rémission pour lui proposer donc cette interchangeabilité. Ce temps pour expliquer ce qu'est un biosimilaire est un temps donc dans la consultation, et il faudra le prendre en compte lorsque l'on envisage donc le switch. Alors en effet, il est préférable d'attendre que le patient soit en rémission de son rhumatisme inflammatoire, comme le montrent les données du registre danois DanBio. En effet, dans ce registre, 2061 patients atteints de RIC ont été inclus dans ce registre, et sur ces 2061 patients, 1621 ont été switchés pour un biosimilaire d'Etanercept. Et lorsque l'on regarde cette figure, ici vous avez en pointillé les patients qui étaient en rémission lors du changement du l'Etanercept Princeps à l'Etanercept biosimilaire. Vous pouvez observer que les patients qui étaient en rémission donc, lors de ce changement ont un maintien thérapeutique en fonction du temps. Ici, vous avez les jours d'utilisation de ce biosimilaire. Donc, lorsqu'on est en rémission, on a un meilleur maintien thérapeutique que les patients qui n'étaient pas en rémission au moment de ce changement. Lorsque l'on s'intéresse aux patients qui sont revenus du biosimilaire au médicament Princeps, toujours l'Etanercept, c'est la même étude, on peut observer qu'il y en a 62 qui sont revenus donc à l'ombrelle, alors qu'ils avaient le biosimilaire. Lorsque l'on regarde maintenant les variations en termes d'articulation gonflée, en termes de CRP, donc des signes objectivés par le rhumatologue ou par la biologie, et là, vous avez la variation donc, de l'évaluation globale de la maladie par le patient en millimètres. Sur ces trois paramètres, donc cette variation entre le moment où on a changé et le moment où on a repris le biomédicament Princeps, vous voyez que c'est surtout sur des paramètres subjectifs, c'est-à-dire la variation de l'évaluation globale de la maladie par le patient, que ce soit pour la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique ou les spondylarthrites. Cet effet qu'on appelle l'effet nocebo est l'équivalent négatif de l'effet placebo. Et ces patients pour lesquels on envisage un switch ont un risque de cet effet nocebo. Ils peuvent présenter des effets secondaires ou un manque d'efficacité en fonction de la façon dont on va présenter justement le biosimilaire au moment du switch. Le contexte clinique d'un switch est particulièrement important, je le rappelle. Il est préférable d'avoir un patient qui est en rémission de son rhumatisme inflammatoire et également qui soit apte à recevoir l'information, donc une certaine stabilité psychologique, ou sinon on a un risque de voir le patient changer de traitement à plus ou moins brève échéance et revenir donc au biomédicament Princeps. Alors comment limiter le risque d'effet nocebo? Voilà un exemple de discussion qui peut générer un effet nocebo. Lorsque l'on présente en tant que clinicien à nos patients
j'ai prévu de vous passer un biosimilaire, bon, c'est pareil que votre traitement actuel, mais bon, c'est moins cher. Alors là, c'est en effet une présentation qui peut entraîner un effet nocebo, parce que la perception du patient est qu'il peut donc penser que ce nouveau traitement risque de moins bien marcher, car il coûte moins cher. On pense que ce qui est moins cher est moins efficace ou moins bien. C'est un peu une réaction assez naturelle chez les personnes et les patients. Donc ça expose à un effet nocebo, donc une moindre adhérence, une perte d'efficacité perçue par le patient ou des effets secondaires perçus alors que les essais cliniques ont démontré formellement que ces traitements sont aussi efficaces et aussi bien tolérés que le médicament principe. Alors un exemple de discussion qui peut limiter cet effet nocebo, c'est de vous présenter cette manière. Je souhaite vous parler donc du passage à un biosimilaire, qui est un traitement qui est aussi efficace et sûr que votre traitement actuel. Des essais cliniques ont été réalisés chez des patients qui sont atteints de votre maladie, avec une efficacité et une tolérance qui est comparable aux médicaments que vous prenez actuellement. Mais c'est un traitement plus abordable. Cette façon de présenter donc ce biosimilaire est perçue le plus souvent par les patients comme bon, ce nouveau traitement marche, puisqu'il a la démonstration de son efficacité, sa tolérance a été réalisée dans des essais cliniques, pas comme pour les placebos. Et donc, s'il permet de faire des économies, ben ça peut être en effet important, puisque on parle beaucoup d'économies de la santé et des dépenses de santé qui ne cessent d'augmenter. Donc, la patiente peut réagir en disant bon, j'aimerais en savoir plus, et cela peut limiter en effet ce risque potentiel de l'effet nocebo. Alors, l'optimisation donc, de cet entretien médical pour le switch, donc déjà, les médecins doivent être convaincus que le biomédicament Princeps est efficace, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord, tous les rhumatologues qui prescrivent des biomédicaments ou des traitements ciblés en sont convaincus. Après, il faut être convaincu également que le biosimilaire est aussi efficace et aussi sûr que le médicament Princeps. Nous avons donc des données de bioéquivalence, de qualité de production de ces biosimilaires. On a des données d'immunogénicité et puis également des données économiques. Donc, l'ensemble de ces résultats qui sont rapportés dans des journaux scientifiques nous permettent d'être convaincus donc, de l'efficacité et de la tolérance de ces biosimilaires par rapport aux médicaments Princeps. Et il faut présenter, donc, lors de la consultation de Switch, l'ensemble de ces informations aux patients, puisque c'est en effet un élément qui est extrêmement important. Le patient, lorsqu'on leur propose le biosimilaire, souvent le premier réflexe est de refuser, mais par manque d'informations. Et il faut prendre donc ce temps d'explication pour qu'ils soient à l'aise avec ce nouveau médicament, qui est pourtant de la même classe, une copie presque parfaite, et dont la démonstration de l'efficacité et de la tolérance a été réalisée grâce à ces essais. Alors, l'acceptabilité de l'interchangeabilité dépend de nombreux facteurs, non seulement du côté patient. En effet, comme je l'ai dit, ils ont peur et des croyances en fonction de ce qu'ils savent, surtout des génériques. Et c'est surtout la peur et la croyance des génériques, des copies, qui leur fait craindre une moindre efficacité, une moins bonne tolérance aussi de ces biosimilaires. L'intérêt parfois incompris des économies sociétales, puisqu'on est quand même assez centré sur soi, la perte du bénéfice direct que cela peut avoir, un changement de traitement pour le patient. Et puis, parfois, un doute ou une suspicion sur un possible conflit d'intérêts. Ce sont les complotistes qui pensent que, en effet, les médecins sont liés au laboratoire et donc qu'ils changent les médicaments au gré donc, de leur conflit d'intérêts. De la part du médecin, c'est parfois un doute sur le caractère strictement équivalent de ces biosimilaires, et puis une motivation économique sociétale par rapport à l'appât du gain des industries du biosimilaire, donc de l'industrie pharmaceutique, qui souhaite donc récupérer les mannes financières donc, de la prescription. Alors, il existe pour
de montrer que l'intervention d'une information, qu'elle soit administrée par une infirmière ou par un médecin, peut avoir un impact sur l'acceptation de l'interchangeabilité. Et donc, au CHU de Montpellier, et c'est le professeur Cédric Lucas qui est l'investigateur principal de ce travail, nous avons comme objectif d'évaluer justement l'impact de cette intervention par une infirmière qui va avoir un temps dédié à l'information sur les biosimilaires. Et on va donc évaluer l'impact de cette information par rapport à une information uniquement donnée par le médecin prescripteur sur le nombre de prescriptions effectives observées et donc acceptées par le patient d'un biosimilaire chez des patients donc atteints de rhumatisme inflammatoire chronique dans notre centre sur Montpellier. Les objectifs secondaires sont d'évaluer la faisabilité en termes en particulier de temps nécessaire pour les infirmières de délivrer cette information, les difficultés qu'elles peuvent être rencontrées aux questions qui sont posées par les patients lors de cette intervention personnalisée. Et puis, un autre objectif secondaire, c'est d'évaluer les raisons chez les prescripteurs, mais aussi chez les malades, les raisons pour lesquelles la molécule de référence, plutôt qu'un biosimilaire, a été prescrite lorsque ça a été le cas. Donc, c'est une étude qui est en cours, une étude observationnelle, avec une semaine où les patients reçoivent l'information délivrée par les infirmières, avec un temps dédié, et puis une semaine alternée où c'est le médecin prescripteur qui va, lui, délivrer directement cette information avec un livret donc écrit, et on verra donc au bout de 6 mois le nombre de patients qui sont sous biosimilaires par rapport à ceux qui sont restés sous biomédicaments Princeps. Donc, pour conclure sur le switch vers un biosimilaire doit se faire dans des fenêtres de temps bien caractérisées pour optimiser les chances de réussite et de maintien au long cours donc, de ces biosimilaires. La rémission clinique est une période optimale pour proposer un biosimilaire aux patients. L'annonce aux patients doit être faite de façon pertinente et encadrée, donc cela prend du temps. Donc, il est préférable que le patient soit en rémission, comme ça on évalue assez rapidement l'activité du rhumatisme inflammatoire, et ça nous laisse un peu de temps pour parler et informer sur le biosimilaire. La qualité du switch est un facteur important pour la maintenance à long terme du traitement donc Princeps par le biosimilaire. Pour terminer sur la question comment, seul le médecin autorisé à prescrire le médicament biologique de référence peut prescrire le médicament biosimilaire correspondant, et cela tout au long du parcours du patient. Selon la réglementation, le prescripteur doit écrire à la fois le nom en dénomination commune et en nom de marque de ce biosimilaire, et il doit respecter les règles habituelles de bonne prescription, quel que soit le médicament. C'est l'information du patient, la surveillance clinique du traitement, et puis assurer la traçabilité de ce biomédicament dans le dossier médical du patient. Et tout au long de son suivi, de son parcours, le médecin donc, qui a prescrit le biomédicament de référence peut envisager donc, le biosimilaire en prenant la liste des médicaments biosimilaires qui sont disponibles et qui sont sur le site de l'ANSM. Alors, pour qui envisager les biosimilaires? Finalement, c'est relativement simple, puisqu'on va prendre en considération les indications de l'AMM du biomédicament Princeps, et c'est le principe de l'extrapolation. Donc, il suffit d'une seule étude dans une indication pour que le biosimilaire obtienne l'ensemble des indications du médicament Princeps. Et donc, tous les patients qui répondent aux indications de ce biomédicament Princeps pourront être traités avec le biosimilaire de ce biomédicament Princeps. Enfin, pourquoi prescrire ces biosimilaires? C'est assez simple comme question, puisqu'il est essentiellement médico-économique. En effet, parmi les médicaments
qui correspondent aux dépenses de la sécurité sociale. Et donc, parmi les médicaments les plus remboursés sont, vous voyez, représentés ici dans ce tableau en 2018. Les anti-TNF-alpha en premier pour 1,2 milliard d'euros, qui sont prescrits en rhumatologie, dermatologie, gastro-entérologie. En quatrième place, vous voyez un autre biomédicament, le rituximab, qui correspond ici à 263 millions d'euros et qui est utilisé en hématologie et en rhumatologie. Alors, les prix sont fixés par un comité économique des produits de santé pour l'hôpital. Alors, pour l'hôpital, il existe un même tarif de responsabilité, c'est-à-dire que c'est le même prix pour une spécialité, donc le médicament Princeps et le biosimilaire. Ils vont être remboursés par la sécurité sociale au même prix, d'où l'intérêt pour les pharmacies hospitalières de choisir le traitement, le biomédicament, et en général le biosimilaire, qui sera le moins cher, puisque il existe une baisse de prix de 10% déjà pour la spécialité de référence avant l'arrivée du biosimilaire, et ça entraîne donc une diminution des prix des biosimilaires, et cette baisse donc, va être prise en compte à l'hôpital, justement pour le choix du biomédicament qui va être sélectionné par les pharmacies hospitalières. Pour la ville, c'est un peu plus simple, puisque vous voyez, c'est une baisse de 15% de la spécialité du biomédicament de référence, et puis une baisse de 30% du biosimilaire par rapport au prix historique. Alors, en image, vous voyez l'évolution du tarif d'un biomédicament que vous connaissez, l'étanercept. Donc, pour un mois de traitement, c'est-à-dire 4 seringues ou 4 stylos, vous voyez l'impact de cette arrivée des biosimilaires sur le biologique de référence. En 2014, le prix 894 euros. 2016, une baisse de 11,4%, donc 791 euros. Et en 2017, vous voyez, encore 7% de baisse, 736 euros. Pour le médicament biosimilaire, donc d'emblée, par rapport au biologique de référence, une baisse de 14,3%, donc il était déjà en dessous du prix en 2016 du biologique de référence. Et puis, vous voyez encore une baisse de 13,5% donc en 2017, ce qui correspond donc à 34,5% de baisse de prix par rapport au biologique de référence. Alors, les hôpitaux ont également signé des contrats. Ici, c'est le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, le CAQES. Et avec ce contrat, l'établissement s'engage à mettre en place des actions visant à promouvoir la prescription des biomédicaments similaires dans les classes autant que possible. En 2018, 2 biomédicaments étaient concernés par ce CAQES, l'insuline et l'étanercept. Et en ce qui nous concerne, il y a également l'adalimumab, puisqu'il a été rajouté ensuite à ces biomédicaments donc, biosimilaires. L'objectif, c'est de valoriser les efforts des établissements de santé qui augmentent le taux de recours à certains biosimilaires pour les prescriptions donc, hospitalières, puisque c'est une prescription initiale hospitalière, mais délivrée en ville, donc par les officines. L'intéressement, il est pour l'hôpital, mais aussi il peut être aussi pour les services, les médecins prescripteurs dans les départements de rhumatologie, de gastro-entérologie, de dermatologie. Vous voyez que ici, soit c'est un intéressement à 20% qui est reversé sur l'établissement, et c'est la différence entre le prix du biologique de référence et le biosimilaire qui est donc reversé sur les établissements, soit il existe un intéressement dirigé vers le service grâce à un article qui est l'article 51, qui concernait donc les disciplines qui prescrivent ces biosimilaires. Et ces projets étaient sélectionnés non seulement sur un projet d'expérimentation innovant, et puis à ce moment-là, en fonction de ce projet innovant, certains services étaient sélectionnés pour ce qu'on appelle inciter à la prescription des biosimilaires. Et là, c'est 30% qui est reversé sur les établissements. Et sur ces 30%,
Par exemple, pour Montpellier, c'était 50% pour le CHU et 50% pour le département de rhumatologie qui est reversé donc directement sur le service. Ici, vous voyez justement pour l'étanercept, pour les différentes régions de France, vous voyez que là, ce sont des établissements qu'ils soient incités ou non incités. Et vous avez donc ici, en fait, la pénétration des biosimilaires en pourcentage, en fonction des régions. Vous voyez 41,1% pour l'Île-de-France. Pour notre région, c'est 33,4%. Et puis, vous voyez, c'est une représentation différente de ce tableau, mais en rouge, c'est les centres qui ont été incités à la prescription des biosimilaires, donc avec un reversement directement sur les services, par rapport ici en bleu clair, les non incités. Donc, vous voyez que selon les régions, ceux qui sont incités prescrivent le plus de biosimilaires, ce qui est le cas du centre Val-de-Loire, 73% donc, par rapport à 47% donc, de prescription d'étanercept biosimilaires dans cette région. Et vous voyez, ça peut varier d'une région à l'autre, mais globalement, ce qu'on peut observer, c'est que les centres qui sont incités, ceux qui sont en orange, prescrivent plus de biosimilaires que ceux qui n'ont pas été incités donc, à cette prescription.